Eh bien, merci à tous d'être là pour cette dernière conférence de la journée. Nous avons réglé quelques petits problèmes techniques. Nous sommes donc totalement aptes à parler pôle compétitivité de l'eau et Aquavalais. Pour cette dernière conférence, on va parler des assises de l'eau. Alors, si on fait un peu d'historique, moi j'aime bien. Elles avaient été annoncées en novembre 2017 par Emmanuel Macron. Les mesures phares de la phase 1, soyons précis, ont été dévoilées par le Premier ministre en août dernier. C'est donc aujourd'hui l'occasion d'un premier bilan, mais aussi d'évoquer cette phase 2 qui est toujours, en construction. Et on présentera également des exemples concrets. On parlera des outils à disposition. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Régis Ten, de la FNCCR, et Yvan Kédage, président Aquavalais, pôle compétitivité au Sud-France. Directeur. Soyons précis aussi. Eh bien, Régis, je vous laisse la parole pour une présentation du bilan de cette phase 1, les résultats, les décisions, les recommandations. Merci, bonjour. Je vais incliner un peu plus, sinon je vois personne. Voilà, alors Régis Ten, je suis en charge du département cycle de l'eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc c'est une association, loi 1901 traditionnelle, hein, de collectivités locales en charge des services publics en réseau, que sont en particulier tout ce qui concerne l'eau, donc le petit et le grand cycle de l'eau, l'énergie, donc ça va depuis la distribution d'électricité, les réseaux de chaleur, les réseaux de froid, les bornes de recharge de véhicules électriques, la maîtrise de l'énergie, et puis le numérique et les déchets, avec une mission principale qui est d'accompagner les élus locaux, et puis leurs collaborateurs, leurs cadres, dans l'exercice de ces compétences, dans l'objectif évidemment d'aboutir au meilleur service public répondant aux attentes des usagers, à la fois au plan technique et au plan économique, et le tout dans une vision de long terme, puisque changement climatique notamment impose de s'adapter et de voir un petit peu plus loin que la situation d'aujourd'hui. On a aujourd'hui, alors c'est même 580 adhérents dans le domaine de l'eau qui couvrent à peu près 80% de la population. Donc c'est essentiellement les grandes collectivités, qu'elles soient des syndicats techniques ou les grands EPCI à fiscalité propre, métropole, communauté urbaine, agglo et quelques communautés de communes. Voilà, donc on a une équipe dédiée à l'eau d'une dizaine de personnes qui est en charge de la représentation, d'assister les collectivités, notamment en répondant à leurs questions, en faisant une veille juridique et technique sur les différents sujets d'actualité, et puis un travail de veille quelque part, de veille un peu plus prospective sur à la fois les réglementations qui sont à l'étude ou qui pourraient être souhaitables, et puis les événements qui n'ont rien à voir avec les réglementations, mais qui vont s'imposer, c'est-à-dire des évolutions sociétales, les demandes des usagers, c'est aussi les contraintes financières, et puis c'est évidemment le changement climatique. Et tout ça avec un aller-retour permanent entre le local, donc nos adhérents, la mise en réseau des adhérents, et puis les échanges au niveau national. Alors les assises de l'eau, elles ont effectivement été lancées, annoncées par le président de la République lors du congrès des maires de novembre 2017. À l'origine, centré quasi exclusivement sur la problématique du renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement. Donc j'ai cité l'extrait de son discours. Elles se sont déroulées, ou elles ont été engagées dans un contexte de contestation des transferts de compétences de la loi NOTRe. Il y avait déjà un groupe de travail qui était animé par Jacqueline Gouraud sur le sujet. La préparation des 11e programmes des agences de l'eau, qui était en pleine préparation pour un lancement, un début au 1er janvier de cette année, avec une polémique très forte sur les prélèvements de l'État sur le budget des agences de l'eau.
la plupart des associations et des acteurs du monde de l'eau ont rapidement plaidé pour dire qu'on ne pouvait pas, enfin, que ramener le petit cycle de l'eau à un problème de rendement de réseau et de taux de renouvellement, c'était un peu étroit, et qu'en plus, on devait nécessairement se repositionner dans une logique du grand cycle de l'eau et d'adaptation au changement climatique. Et là-dessus, on a été entendu, puisque les assises ont été découpées donc, en 2 phases. Une sur les petits cycles de l'eau, services de l'eau et de l'assainissement durable et solidaire, et puis des territoires résilients au changement climatique en seconde phase qui a débuté actuellement, là, qui est en cours. Les assises ont été organisées sur trois grands thèmes. Sur le premier cycle, la performance des services publics d'eau et d'assainissement, la facturation et le juste prix de l'eau, le recouvrement des coûts, et puis le développement d'une ingénierie financière permettant d'atteindre les objectifs, notamment en matière d'investissement et de renouvellement. Donc 3 groupes de travail ont été constitués. Un sur le diagnostic technique et financier qui était animé par Jean Launay, président du Comité national de l'eau. L'ingénierie technique qui était animée par Hervé Paul, qui est vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et puis l'ingénierie de financement qui était animée par Alain Lambert, qui est toujours parlementaire et président du comité de la fiscalité locale, l'Observatoire de la fiscalité locale. Alors, les premières phases des assises ont conduit le Premier ministre à faire une présentation des résultats ou des mesures le 27 août 2018, avec une petite transformation de l'intitulé qui est devenu des réseaux rénovés pour une autre qualité. Donc finalement, on a fait un aller-retour. On est parti du rendement de réseau et du renouvellement, ouvert à des services d'eau solidaires, durables, etc. Puis on est revenu sur l'idée du réseau, avec 3 grandes thématiques. La lutte contre les fuites dans les territoires ruraux, en particulier, avec des annonces financières en matière de financement ou de subvention du renouvellement des réseaux, surtout ruraux, pour les collectivités donc, rurales, la mise en place de contrats de progrès, comme ça se fait depuis déjà 3 ans dans les DOM, pour les collectivités qui ont un déficit conjoncturel, disons un retard d'investissement, et sur lequel on leur dit « Ok, vous pouvez être aidé, mais ça nécessite un schéma directeur, ça nécessite... » Voilà, il y a un certain nombre de préalables. On vous accompagne sur ces préalables et on vous aide à rattraper votre retard. Et puis 1 milliard sur les travaux, notamment en matière d'eau pluviale et de gestion des eaux pluviales, dans la mesure où il y a un enjeu milieu. Donc ça fait un total d'à peu près 4,5 milliards d'euros, plus 2 milliards d'euros proposés sur des emprunts auprès de la Banque des Territoires. C'est ce qui a été présenté, je crois, tout à l'heure, les aquaprêts qui sont en cours de route. Et puis essayer de voir comment mobiliser les fonds européens et les programmes d'investissement d'avenir. Juste une petite remarque en passant, si vous faites le total, ça fait 4,5 milliards annoncés en subventions, en aide, et 2 milliards d'emprunts. Il y avait 6,8 milliards de subventions dans le cadre du 10e programme. Donc on a perdu 2,3 milliards d'euros de subventions, donc un peu plus de, enfin en gros 500 millions d'euros par an, sachant que les emprunts, normalement, on les rembourse d'habitude. Deuxième gros bloc, améliorer la qualité du service aux usagers, orienté sur, d'une part, la connaissance patrimoniale comme étant un préalable à toute politique d'investissement, et puis derrière, évidemment, la programmation des travaux, donc avec 3 nouvelles obligations. Le renseignement de l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement pour tous les services, quelle que soit leur taille. Aujourd'hui, c'est que les gros services qui renseignent de manière obligatoire. Alors, il y en a la moitié des petits qui renseignent quand même. Là, c'est pour atteindre l'autre moitié qui ne le fait pas spontanément. L'obligation d'avoir des schémas directeurs en eau et en assainissement avec une planification pluriannuelle des investissements. Enfin, on peut penser qu'il y aura nécessairement des investissements, même si ce n'est pas absolu. Et puis, la mise en place du contrôle des raccordements et de la conformité de ces raccordements
en eau usée et en eau pluviale, un peu comme ça se fait déjà pour l'assainissement non collectif, au moment de la réalisation des ouvrages, puis au moment des ventes. Alors, un peu étonnamment, on a proposé un amendement et qui avait été vu avec la direction de l'eau et de la biodiversité au mois d'octobre dans le cadre de la loi Élan. Élan, c'était l'évolution du logement et le numérique, pour instituer, pour écrire dans la loi, hein, puisqu'il n'y a que la loi qui peut l'imposer, ce contrôle des raccordements. Et on a eu un rejet pur et simple du gouvernement. Donc il nous a semblé que ça manquait un petit peu de cohérence, puisqu'on annonce une mesure et 2 mois plus tard, en interministériel, le gouvernement décide de ne pas soutenir cette disposition. Elle va revenir, hein. C'est inévitable et puis c'est souhaitable, hein. Un deuxième volet sur l'assistance technique aux collectivités, c'est-à-dire en gros l'objectif c'est de renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage pour conduire ces projets, avec l'idée d'un centre national de ressources pour avoir une espèce de banque de projets, de bonnes pratiques, de techniques innovantes que les collectivités et leurs exploitants pourraient mobiliser et qui aujourd'hui ne sont pas toujours connus. Et puis une assistance aux collectivités, une assistance opérationnelle aux collectivités via la Caisse des dépôts, Banque des territoires, l'IRSTEA, le CEREMA et les agences de l'eau, avec une vision un peu condescendante quand même des collectivités. On ne leur dit pas vous avez des objectifs et on vous aide à les atteindre. C'est carrément l'État revient comme dans l'ancien temps où il se substitue finalement à la maîtrise d'ouvrage pour préparer les appels d'offres, etc., etc. Ce qui était sans doute un petit peu dommage. Et puis il y a un volet innovation sur le goût de l'eau qui est essentiellement centré sur la décarbonatation, et puis sur des techniques de travaux sans tranchées, etc. Et puis le troisième volet, c'est la confiance et la solidarité, avec là encore alors ce qui était à l'époque le CSF-eau, le comité de suivi de filière eau, qui a été rénové avec un contrat de filière signé à Rennes au mois de janvier, sur un certain nombre de propositions autour du goût de l'eau, autour de l'information des usagers sur la qualité de l'eau, la confiance que les usagers auront dans l'eau du robinet, et puis des outils d'amélioration de qualité de service. Et puis, 3 dernières mesures, la mise en place d'un chèque eau, donc d'une tarification sociale, mais qui peine aujourd'hui à avancer, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc, même si le Premier ministre a dit qu'il fallait, tout le monde s'arrache un peu les cheveux là depuis 6 mois. Et on avait même commencé à y travailler depuis le début 2018 pour voir comment ça pouvait se mettre en place. Alors la deuxième séquence des assises, elle a commencé au mois de décembre, donc avec pas mal de retard, avec un titre à nouveau un peu modifié, hein, changement climatique et ressources en eau, comment les territoires, les écosystèmes et l'ensemble des acteurs vont-ils s'adapter donc au changement climatique, avec un volet qui a été complètement mis de côté, c'est tout ce qui est inondation et prévention des inondations. Il se trouve que comme les assises ont pris du retard, elles tombent en même temps que les assises des risques naturels qui se sont déroulées il y a 15 jours. Donc ça aurait fait redondant. Donc tout ça, ça a été évacué. Par contre, il y a une orientation un petit peu plus centrée sur le partage de la ressource qui n'était pas forcément l'idée de départ. Donc 3 grands axes de travail au départ. Économiser l'eau. Donc c'est le constat quand même qu'avec le changement climatique, il y aura des ressources en eau en moindre quantité, en tout cas, et pas forcément disponibles tout au long de l'année, voire des problématiques interannuelles avec des sécheresses et des étiages forts. C'est nouveau parce que jusqu'à présent, l'État ne communiquait et ne travaillait que sur l'idée que le changement climatique, c'est des tempêtes et des inondations. Or, le changement climatique, c'est aussi des étiages, enfin des sécheresses, des périodes en absence de pluviométrie. On le voit, on l'a vu l'été dernier, enfin l'hiver et l'été dernier. On le voit cet hiver, le préfet du Nord a pris les premiers arrêtés de restriction d'usage de l'eau hier. C'est la première fois dans le Nord que ça arrive si tôt dans l'année, on est qu'au mois d'avril. Donc voilà, il y a une prise de conscience que
il y a un problème de trop d'eau parfois, mais on va aussi avoir des problèmes de pas assez d'eau. Donc c'est vraiment promouvoir des modèles économes en eau, aussi bien pour les services publics d'eau, hein, bien sûr, hein, mais aussi et peut-être surtout sur l'agriculture et l'irrigation, puisque les prélèvements se font, entre guillemets, au plus mauvais moment. Ce groupe de travail est présidé par donc Hervé Paul, qui est vice-président de l'eau et de l'assainissement de la métropole de Nice-Côte d'Azur et président de la régie Eau d'Azur. Le deuxième axe, c'est la protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions. Hein. Donc on est vraiment dans une logique qualité, avec la protection des captages, la question des micropolluants, c'est-à-dire qui aujourd'hui ne sont pas ou très peu pris en compte dans l'évaluation de la qualité. C'est aussi d'ailleurs dans ce cadre-là que des travaux vont être conduits pour accompagner la filière française de l'eau sur tout ce qui est bioessai. Hein, et donc d'avoir des systèmes non plus analytiques avec des screenings de 50, puis 100, puis 200, puis 300 molécules, mais de regarder quels sont les effets biologiques induits. Et ce qui finalement, à la fin, c'est quand même ça qui compte. Est-ce que ça a un effet? Il faut qu'on sache ce qu'il y a dedans. Donc, il ne s'agit pas d'abandonner les analyses d'eau, mais il s'agit de compléter le dispositif ou de substituer certaines analyses de molécules par une mesure de l'impact. Et puis des travaux sur la gestion des eaux pluviales avec de l'infiltration en particulier, donc des technologies alternatives. Donc ça, c'est Célia Bloel, qui est maire adjointe de Paris et présidente d'Eau de Paris, qui préside. Troisième groupe de travail, troisième thématique, partagée. Donc, voilà, il va y avoir moins d'eau, donc moins il y en a, enfin, le gâteau est plus petit et il faut le partager avec plein de gens qui ont plein de choses à faire avec de l'eau, pour le développement économique, pour l'urbanisme, etc. Et donc, comment, et pour l'agriculture, et donc, la question, c'est, au travers notamment les enjeux de retenue de substitution, comment on va partager, comment on va mettre en place des règles, au-delà des sages qui existent aujourd'hui, donc notamment avec les projets de gestion territoriale de l'eau qui sont en train de se mettre en place. Et donc ça, c'est coprésidé par Luc Servant, qui est vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et Florence Denier-Pasquier, qui est à France Nature Environnement, et qui étaient les deux personnes de la société civile qui ont contribué au rapport Biche, qui a été publié l'année dernière, sur justement quels outils pour le partage de l'eau. Et puis, au-delà de ces trois axes de travail, deux groupes de travail ont été rajoutés. Un sur les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire c'est des solutions qui à la fois répondent aux enjeux sociétaux. Hein, on veut éviter les inondations dans les villes, enfin, ou le ruissellement. On veut améliorer la recharge des nappes d'eau, etc. Et qui ont bénéfice pour la biodiversité. Et donc ce groupe est présidé par Pauline Théiat-Deschamps, qui est présidente de l'Union internationale pour la conservation de la nature, section France. Et puis un dernier groupe de travail, gouvernance, financement et objectif de développement durable, le 6e. Donc ce groupe de travail a été créé en réponse aux demandes des associations d'élus, donc, dont la FNCCR, et qui est présidé, lui, par Jean Launay, donc président du Comité national de l'eau. Alors, les groupes de travail, ils ont... alors, c'est écrit un peu petit, vous aurez la présentation, mais l'idée, c'est qu'on a ces trois grands objectifs, économiser, partager, protéger, qu'on a identifié un certain nombre de moyens d'action pour faire des économies d'eau, utiliser des technologies, notamment numériques, pour connaître et optimiser, essayer de favoriser les projets de territoire qui intègrent tous les acteurs et tous les enjeux, restaurer les fonctionnalités des rivières. Enfin, voilà, on a cette couronne d'axes de travail, hein, avec en transversal, finalement, cette histoire de solutions fondées sur la nature, qui peut permettre de travailler sur l'économie, sur le partage, sur la protection de la nature. Et puis, pour permettre d'accompagner sur la partie eau l'adaptation des territoires au changement climatique. Et puis, également, puisque dans le cadre des objectifs de développement durable,
des Nations Unies, sur lequel la France est engagée. Les assises se sont vues mandater le rôle de bâtir une espèce de feuille de route nationale en la matière. Hein. Donc garantir l'accès à l'eau pour tous et à l'assainissement et assurer une gestion durable. Alors il manque de l'eau, enfin je sais pas, le cadre était un peu petit. Et alors il y a déjà pas mal de retard, mais c'est pas grave, enfin, c'est pas ça qui est essentiel. Elles auraient dû déjà être conclues. La deuxième session des groupes de travail a lieu cette semaine, cet après-midi, c'est justement le groupe partagé. Et demain, c'est le groupe économisé et les solutions fondées sur la nature et la gouvernance, c'est vendredi. Donc voilà, donc on est en pleine actualité. Ce qui semble intéressant et important de souligner, c'est qu'il y a vraiment, en tout cas de tous les participants, une prise de conscience qu'il faut agir. Il faut agir vite et il faut agir fort. Fort au sens où envisager de manière très concrète de vrais changements de pratique, de changements de paradigme. On n'est pas simplement de rajouter un peu d'eau pour irriguer un peu plus. Ça ne va pas suffire. Il faut envisager vraiment des solutions de rupture, y compris dans les pratiques agricoles. Alors, ça doit être accompagné, hein, mais s'il n'y a pas ces véritables changements, on va mettre un pansement sur une jambe de bois, on va tenir peut-être 5 ou 10 ans de plus. Hein, mais c'est vraiment reculer pour mieux sauter. Et on a vraiment, enfin moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une certaine prise de conscience qu'il y a cette nécessité-là. Après, mon inquiétude, c'est qu'on ait du mal à passer du stade de la prise de conscience à on va agir pour effectivement envisager ces solutions de rupture. Mais au moins, il y a déjà une première étape qui est franchie. Alors, les attentes des collectivités. Alors, c'est peut-être un grand mot de dire des collectivités dans leur ensemble. C'est un panel de tas de collectivités qui ont des enjeux, des attentes, des contextes très différents. Mais au regard des enjeux qui sont soulevés, et si on dit rupture, si on dit des changements de paradigme, ça veut dire qu'il y a des choses à changer et on va avoir besoin d'innovation. Il y a des choses qu'on faisait avant et qu'on ne va plus pouvoir faire, et il va falloir faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Alors l'innovation, c'est un peu deux choses. Hein. C'est à la fois ce qui n'existait pas du tout, hein, et puis malgré tout, parce que les collectivités, c'est quelque chose d'assez morcelé. Chacun est sur son petit territoire, a ses habitudes. C'est aussi qu'est-ce qui peut-être existe à des tas d'endroits ailleurs, mais que le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage sur un territoire donné, ne connaît pas aujourd'hui. Hein. Et donc les besoins des collectivités là-dessus, c'est savoir ce qui existe ailleurs et dont ils n'ont pas connaissance. Donc c'est pas forcément innovant au plan purement des gens du sérail, mais en tout cas sur leur territoire, ce sera innovant. Et puis de trouver des solutions qui répondent à leurs attentes. En ayant en tête que l'innovation n'est pas que technologique. Négocier de manière intelligente un partage de l'eau, c'est pas très technique. Hein. Il faut de la technique, enfin il faut de l'information, de la connaissance. Hein. Mais après, c'est de la politique, c'est de l'animation, c'est de la concertation. C'est pas très technique. Hein. Enfin, c'est pas technologique. Hein. Il faut avoir en tête que les collectivités là-dessus, elles vont agir à la fois en tant qu'acheteurs, bien sûr. Ça, c'est l'idée traditionnelle. Hein. On a une nouvelle solution, on l'achète et on la déploie sur son territoire. Elles sont aussi actrices de l'innovation à travers du pilotage, à travers de la participation directe avec les projets de R&D, voire de l'initiation de projets de R&D. Et donc là-dessus, pour les collectivités, ce qui va être important, outre cette connaissance, donc pouvoir capter et acheter ce qui existe, c'est de pouvoir exprimer les besoins, leurs besoins, dans une logique de marché. Hein, c'est-à-dire, les innovations, elles se développeront si elles répondent bien à des besoins exprimés par les donneurs d'ordre. Donc là-dessus, c'est vraiment, il faut qu'il y ait aussi une capacité des collectivités à exprimer leurs attentes et pas simplement à attendre qu'on leur propose des produits qui ne correspondent pas forcément à leurs besoins. Et puis, c'est des outils de recherche et de R&D, hein, notamment en matière de commande publique, de participation à des appels à projets ou des choses comme ça. Avec trois points d'attention pour moi. On est bien dans une logique d'offre, de demande, hein, offre
et non pas, enfin en tout cas, on ne porte pas une stimulation de l'innovation par une augmentation de la réglementation. Hein. Il y en a déjà pas mal. Il vaudrait déjà mieux arriver à ce qu'il y ait une compréhension des enjeux, et à ce moment-là, c'est ça qui poussera à agir. Il faut gérer la question du partage des risques. Et je souligne, avant même de parler de partage de bénéfices, parce qu'on a vu des projets de recherche dans lesquels des collectivités impliquées, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord parce qu'ils se sont dit, quand on va poser le brevet, est-ce qu'on aura des royalties? C'est pas normal. On a contribué à un projet, on l'a cofinancé, et derrière, c'est que le privé qui ramasse les trucs. Enfin, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Au point de départ, c'est déjà de savoir qui assume quel risque. Parce qu'une innovation, il y a un risque, hein, c'est par définition. Donc, voilà, est-ce qu'on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on le finance? Puis je dirais, après, tant mieux s'il y a des bénéfices, mais ne vendons pas la peau de l'ours. Enfin, on ne va pas tuer la recherche, mais ne vendons pas des enfants qui ne sont pas encore nés. Hein. Il sera toujours temps de s'en occuper. Et puis, on a un problème de compatibilité avec le droit de la commande publique qui pose encore souci, même s'il y a eu des améliorations ces 4 dernières années. Avant 2014, on avait 2 types d'outils. On pouvait acheter avant commercialisation, donc ça c'est de la réglementation européenne, avec une phase de mise en concurrence initiale pour des projets de R&D, y compris pour faire un prototype, faire un test chez soi, mettre un pilote, etc. Et où l'opérateur était rémunéré, on lui payait sa R&D, ou une partie, on lui cofinançait sa R&D. Hein, mais on ne finançait pas du résultat, hein, on mettait de la connaissance, enfin, on finançait de la connaissance. Et puis ensuite, on refaisait une nouvelle mise en concurrence pour l'acquisition de la solution si elle s'avérait pertinente, mais avec une incertitude, c'est qu'on remet en concurrence, donc on ne sait pas qui va sortir du chapeau. Et puis la deuxième solution, c'était les marchés de recherche et développement qui pouvaient être exonérés de publicité de mise en concurrence lorsque c'est juste une participation et que justement les brevets ou les solutions technologiques ne sont pas la propriété de la collectivité donneur d'ordre. Mais là encore, dès lors qu'il fallait, si c'était positif, l'acquisition de la solution devait à nouveau passer par un appel d'offres. Donc clairement, un frein pour les entreprises, parce qu'on leur dit, oui, OK, on vous aide à financer la R&D, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Hein, il y a toujours le couperet d'une deuxième mise en concurrence. Et pour l'acheteur, pas de propriété intellectuelle ou de copropriété intellectuelle sur les solutions techniques. Bon, pourquoi pas, hein, enfin, je veux dire, après, c'est à clarifier. Hein. Et puis, une mise en concurrence numéro 2, complexe et incertaine, parce que les résultats de la R&D, ils sont couverts par le secret industriel et commercial. Donc, on lance un appel d'offres, un deuxième appel d'offres, qui s'appuie sur des résultats de R&D qui ne sont pas communicables. Enfin, clairement, c'est vraiment la solution. Ça ne peut pas fonctionner convenablement. Hein. En tout cas, pas sur des projets conduits par des collectivités. Alors, en 2014, a été créé le partenariat d'innovation. Pourquoi elle est en double, celle-là? Donc, qui intègre finalement à la fois une phase de recherche et développement, puis l'acquisition des solutions. Hein, avec une définition des travaux innovants, ou des travaux ou des services innovants, hein, sont considérés comme innovants les travaux, fournitures et services nouveaux ou sensiblement améliorés, sous-entendu par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Le caractère innovant peut consister en la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou des relations extérieures de l'entreprise. Bon, alors il y a un peu de blabla, mais c'est quand même une définition assez ouverte de l'innovation. Ce n'est pas simplement un produit, ça peut être aussi dans la manière d'exploiter, dans la manière de gérer la solution technique proposée. Surtout, ce qui est intéressant, c'est donc cette intégration R&D et acquisition ultérieure, sous réserve évidemment que ça marche, hein, avec une seule procédure négociée, unique, qui vaut pour les 2 phases. Alors après, dans le cadre de la procédure et du déroulement du partenariat, c'est chaîné, on a une phase de R&D, on a des phases de pilote, on a une phase ensuite d'acquisition. La contractualisation, elle peut être faite avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Donc, on peut retenir en phase R&D
2, 3, 4 opérateurs. Et puis, à l'issue de la première phase de R&D, on va pouvoir éventuellement dire, bon, il y en a un qu'on élimine parce que vraiment, ça n'a pas marché. Et on arrête les frais, entre guillemets, avec lui. Et on continue avec les 3 autres. Ensuite, on peut faire des pilotes avec les 3. Et puis, à l'issue, on va pouvoir dire, bon, finalement, je retiens 1 ou 2. Et il n'y a pas besoin d'un nouvel appel d'offres pour acheter la solution qui aura été développée à l'issue de cette phase R&D. Alors, on ne peut pas acheter n'importe quoi, hein. On parlait d'innovation, donc concrètement, il faut quand même, pour qu'il y ait innovation, c'est la solution n'existe pas sur le marché, et donc il faut faire comment dire, il faut aller faire j'ai plus le mot en tête, mais enfin, il faut aller rechercher un petit peu, voilà, une certaine prospection ou des solutions et justifier qu'il n'y en a pas, hein. Et puis, il faut que ça soit meilleur, qu'on trouve une solution meilleure que ce qui existe aujourd'hui. Bon, il faut que la phase R&D, l'objectif, c'est quand même d'acquérir à la fin, hein. Donc, il y a un préalable qui est de la R&D, mais ce n'est pas un marché de R&D, ce n'est pas 80% de R&D, et puis ensuite un tout petit achat. L'objectif, la finalité, c'est quand même l'acquisition. Alors, peut-être que la R&D ne débouchera pas sur un produit satisfaisant et qu'il n'y aura pas d'acquisition, mais au départ, l'objectif, c'est bien de l'acquisition. La décision de poursuivre entre les phases, elle dépend d'objectifs qui auront été préalablement définis au moment de la mise en concurrence. Et puis, il faut quand même qu'il y ait un peu de travail de R&D. Il n'en faut pas trop, enfin en termes de montant, mais c'est quand même, s'il y a innovation, c'est parce qu'il y a, et qu'on est dans ce partenariat, c'est parce qu'il y a quand même cette phase de R&D initiale. Et puis, il peut être multi-attributeur. Mais ça reste quand même assez lourd. Alors, il y en a quelques-uns qui ont été conduits, hein, on en verra un tout à l'heure, mais ça reste quand même une solution qui est réservée finalement à des opérations assez complexes et assez lourdes, ou en tout cas qui sont portées par un maître d'ouvrage puissant, qui a une vraie capacité d'analyser les risques, de définir des besoins, d'analyser les risques, et puis de juger au fur et à mesure et d'accompagner tout le processus de R&D, puis de déploiement, et pas d'être simplement passif quelque part en disant voilà, j'achète et puis après vous vous débrouillez. Et donc il y a un troisième dispositif qui a été institué depuis 3 mois, hein, en gros, et que notamment la filière française de l'eau a pas mal poussé. Alors sur le domaine de l'eau, ça va bien au-delà, hein, qui est une expérimentation en matière d'achat public innovant. Donc là, c'est les mêmes définitions des objectifs, mais pour des marchés de petits montants, de faibles montants, moins de 100 000 euros. Jusqu'à présent, on avait pour moins de 25 000 euros la possibilité d'être hors mise en concurrence. Là, il y a une absence de mise en concurrence, donc marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. Donc c'est surtout important pour la tranche 25-100 000 euros. Permettant de s'affranchir de cette procédure. Et donc, il faut quand même avoir défini ses besoins, évidemment, hein, mais on n'est pas obligé d'avoir une procédure relativement lourde de mise en œuvre. Donc, c'est vrai que c'est des montants qui correspondent à des petits projets sur lesquels les enjeux financiers, pour la plupart des collectivités, ne sont pas monstrueux. Ça peut pourtant être vraiment des outils vraiment de déblocage pour des PME notamment, qui peuvent acquérir une référence. Donc là, le produit, il existe quand même, ou il est presque prêt, hein. Ce n'est pas une phase de R&D extrêmement compliquée, hein. Le produit est presque prêt, mais il n'est pas encore suffisamment diffusé pour pouvoir déboucher directement sur un appel d'offres traditionnel. Donc, si on est en dessous de 25 000 euros, il n'y a qu'à justifier que on fait ça raisonnablement, hein, en bon gestionnaire, hein, bonne utilisation des deniers publics. Et puis, s'il y a plusieurs projets d'achat innovants dans l'année ou dans les années qui viennent, que ce ne soit pas toujours la même entreprise qui bénéficie des mêmes projets, hein. Même si ce n'est pas interdit strictement, mais enfin, c'est un point d'attention. Et puis, pour les achats entre 25 000 et 100 000 euros hors taxe, il y a juste, c'est sans mise en concurrence, hein, mais il y a une déclaration
auprès de l'Observatoire économique de la commande publique à faire, qui va lister un certain nombre de données pour capitaliser ce qui aura été fait sur ce dispositif, car il s'agit d'une expérimentation, donc c'est sur 3 ans, et au bout de 2 ans et demi, le ministre de l'économie va devoir produire un rapport d'évaluation de cette expérimentation qui devra déboucher sur un choix de généraliser ce dispositif, éventuellement de manière, donc généralisé de manière pérenne, hein, soit sur l'ensemble du dispositif, soit juste sur une partie, ou alors décider que ça n'a strictement rien débloqué en matière d'achat innovant, et donc on abandonne le dispositif. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Régis. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Je vais poursuivre. Je crois qu'il doit y avoir une petite. Voilà. Par introduire les pôles de compétitivité et les pôles de l'eau. Même si effectivement, je dirige aujourd'hui à Aquavalais. Notre président Sylvain Boucher nous a rejoints dans la salle. Nous avons 3 pôles de compétitivité dans le domaine de l'eau au niveau national. Donc le pôle Hydreos qui est en région Grand Est, le pôle Dream qui est en région Centre-Val de Loire et le pôle Aquavalais qui couvre les régions Occitanie-Midi-Pyrénées et Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc avec un lien très fort de territorialité entre les pôles et leurs écosystèmes de constitution de base, l'objectif étant d'avoir justement cette dynamique. Alors non seulement entre leurs adhérents, puisque la plupart n'ont en termes d'adhérents que entre guillemets, des entreprises et des institutions de recherche et de formation, même si les pôles Dream et Hydreos ont également plusieurs collectivités qui font partie de leurs écosystèmes statutaires. Mais c'est d'avoir justement cette dynamique de création, alors non seulement d'innovation, mais également de valeur en général dans le domaine de l'eau, par des mises en relation d'acteurs. La clé, que ce soit, notamment pour une entreprise, c'est toujours le client. Le client, c'est un besoin, une solution. C'est un certain nombre d'outils que Régis a présentés, que je ne vais pas représenter aujourd'hui. Et c'est une capacité à développer pour l'entreprise, à développer la solution qui est opportune et adaptée à la fois au contexte du besoin du client, mais également au contexte économique de sa future commercialisation à terme. Aujourd'hui, on est dans une dynamique. Depuis 1 an, on a engagé une phase de rapprochement des 3 pôles de l'eau dans le cadre de la nouvelle phase des pôles de compétitivité. Nous avons été labellisés, notre projet de mise en place d'une fédération des 3 pôles de l'eau a été labellisé par l'État. Nous sommes en train de la mettre en route. Et avec Aquavalais, Dream et Hydreos, ce sont aujourd'hui 500 adhérents, 400 entreprises, principalement des TPE et des PME de spécialité, et une cinquantaine d'institutions de recherche et développement qui vont être en capacité de réfléchir, développer des solutions en général, des innovations dans certains cas, en matière de technologie, sur les sujets qui peuvent résulter des assises de l'eau, mais pas que. Les missions du pôle de compétitivité, par-delà l'innovation, c'est également d'accompagner tout le développement des écosystèmes. Ces écosystèmes, ils ont besoin de vivre, d'identifier, de travailler entre eux pour aller identifier les problématiques, identifier les solutions, les travailler, les mettre en œuvre et les commercialiser. On a besoin aussi également de travailler à l'accompagnement des entreprises. Je ne vais pas insister, mais je pense qu'il est important de le mentionner, à la fois dans leur capacité à se développer elles-mêmes. Il faut pouvoir assumer la mise en œuvre, la mise en marché et le développement de ces solutions, à la fois sur le territoire national et à l'international, voire dans certains cas, et comme le demande l'État au jour d'aujourd'hui, d'aller co-développer à l'international, entre guillemets, mais via les financements européens. Pour revenir sur la thématique des sujets d'innovation, on va retrouver plusieurs catégories, entre guillemets, dans lesquelles à la fois entreprises et institutions de recherche, ainsi que les collectivités, vont se retrouver. Dans certains cas, on a de l'innovation qui constitue la co-innovation principalement entre des entreprises sur du développement de nouveaux produits, nouveaux services. Tout seul, je ne sais pas fabriquer, mais avec toi, on va pouvoir constituer une solution commune. Il va falloir qu'on trouve les clés de l'assemblage. On va le faire entre nous, on ne fait pas forcément appel à du financement extérieur, ou dans certains cas, on peut le faire, mais au niveau de nos agences de développement économique
et de nos régions qui nous accompagnent pour aller développer justement des solutions, entre guillemets, relativement, entre guillemets, faciles à développer. Pas toujours. Dans certains cas, on répond à des appels à projets, notamment des projets collaboratifs, où on met à ce moment-là en jeu et en lien à la fois une ou plusieurs entreprises, une ou plusieurs institutions de recherche, pour aller apporter le savoir-faire de la recherche et les avancées qui ne sont pas toujours connues, mais qui ne sont pas toujours connues du monde économique, mais qui sont en réflexion depuis parfois de longues années au sein des unités de recherche, et pour lequel la mise en couple des deux est déjà opportune parce qu'elle permet d'accélérer entre guillemets la recherche, mais d'accélérer aussi le fait de trouver une solution. Et dans un deuxième temps, de valider également les résultats obtenus, donc les produits, les nouveaux services, les valider avec une validation scientifique portée par les institutions de recherche ou de formation. Et là rentre en jeu le couplage avec la collectivité, parce qu'on a besoin dans un certain nombre de cas d'avoir des territoires de mise en expérimentation de ces innovations. Et les collectivités peuvent et sont, dans un certain nombre de cas, partenaires de ces consortiums de projets collaboratifs. Le partenariat d'innovation, on l'a mentionné. Dans un certain nombre de très restreint de cas, il y a possibilité de mettre en œuvre une disposition particulière. Alors, ce n'est pas pour aller faire de la réglementation, mais c'est pour aller identifier ce qui, au sein de la réglementation, on a besoin de mettre un peu le curseur, voilà, identifier les freins et puis voir où les curseurs sont à mettre pour que la réglementation puisse évoluer et puisse, tout en respectant un certain nombre de conditions, et notamment quand on parle d'eau, on parle souvent de santé publique. En fait, c'est de santé publique au regard de l'eau. Je prendrai un exemple très rapide sur un projet ça s'appelle de réutilisation des eaux usées traitées en agriculture, Smart Fertile Reuse pour le nommer. Donc il y a le test d'un certain nombre de conditions de mise en œuvre pour pouvoir vérifier ou non les contraintes et les limites de contraintes réglementaires qui sont aujourd'hui imposées par une réglementation très forte en lien avec la protection de la santé publique, des populations. Et dans un certain nombre de cas, les experts jugent, entre guillemets, que c'est trop contraignant, mais en fait, il n'y a pas matière à valider la limite de la contrainte, et si la contrainte, le curseur est trop haut ou trop bas. Et c'est un dispositif qui va permettre, effectivement, avec de la mesure scientifique, d'aller, pour le moment, pouvoir faire évoluer les conditions favorables de mise en œuvre de savoir-faire qui aujourd'hui sont bloqués par la contrainte réglementaire. On va passer à la diapositive suivante. Pour revenir sur les assises de l'eau, peut-être on s'est dit avec Régis qu'il était, et puis surtout par rapport à l'objet un peu de notre intervention, nous on peut parler pendant 3h30, mais qu'il était beaucoup plus important d'aller illustrer nos propos sur un cas particulier. On a opté sur à la fois, dans le cadre de la première phase des assises de l'eau, quelles sont les dynamiques qui peuvent être mises en exergue en tant que dynamiques exemplaires de mise en œuvre, et notamment via l'entreprise en réponse à une solution. Et sur la phase 2, on a travaillé au niveau de l'axe 1 économiser, et en vous faisant présenter par 3 entreprises qui coexposent dans le village innovation, où les 3 pôles de l'eau ont réuni 15 de leurs entreprises pour pouvoir illustrer quels peuvent être les angles d'attaque, entre guillemets, ou en tas d'approches de solutions, d'innovation qui sont soit en cours de mise en œuvre, soit en cours de développement, et qui vont permettre de faire avancer l'atteinte des solutions recherchées par les collectivités. Donc peut-être dans un premier temps sur la partie phase 1 des assises de l'eau. Alors oui, on participe à un tour de France de la performance des services d'eau et en particulier des réseaux. Alors la démarche, elle avait été initiée à l'origine par Altereo, enfin ce qui est G2C à l'époque, avant les assises, mais qui a trouvé finalement un développement à travers la loi Grenelle
et ce qu'on appelle le décret Pampers, c'est-à-dire l'obligation de descriptif détaillé et le rendement minimum des réseaux d'eau potable. Donc ça, c'était 2012, fin 2013. Et l'idée, alors on n'est pas dans de l'innovation au sens de la R&D, des choses très... C'est beaucoup plus justement le porter à connaissance des collectivités de choses qui fonctionnent quelque part, qui ont déjà été testées, sur lesquelles il y a des résultats, mais qui sont encore peu connus ou insuffisamment connus de manière générale. Typiquement, on a vu des outils d'utilisation de big data. C'est un peu l'innovation, mais enfin, je veux dire, de la modélisation de modèles de prévision de casse. Il y a 20 ans qu'on commence à travailler dessus, donc tout n'est pas nouveau. Mais par contre, il y a quelques petites nouveautés. Et puis surtout, le fait que ça a été testé dans 3-4 endroits, ça intéresse d'autres collectivités et d'autres exploitants aujourd'hui. Et puis des choses qui sont plus traditionnelles, des techniques sans tranchée, des outils de comptage, etc. Donc l'idée, c'est d'apporter en région, sur une réunion d'une journée de travail, à des collectivités, des opérateurs, une vision un petit peu nationale des enjeux et de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les grandes questions auxquelles vous aurez à faire face, et de voir un panel de solutions technologiques, alors qui peuvent être portées par une entreprise ou une fédération. Il y a France Sans Tranchée, par exemple, qui n'est pas, c'est pas une entreprise, c'est tout un dispositif de la détection des réseaux enterrés. C'est aussi pas une entreprise en tant que telle, mais c'est du porter à connaissance de solutions qui peuvent apporter des réponses à des besoins de collectivités en matière de gestion patrimoniale de leur réseau. Voilà. Très bien. Merci Régis. Puis sur la phase 2, je pense que les illustrations meilleures vont nous être données par les trois entreprises, alors qui interviennent sur vraiment des aspects, des facettes différents. Et ça, c'est la capacité aussi de nos écosystèmes à pouvoir répondre, tant soit sur la partie Firmus et Pierre Magne qui vont nous le présenter. Donc au niveau des, on va dire, je vais classifier comme ça, au niveau des bâtiments, mais de pouvoir travailler un petit peu les technologies de traitement, de recyclage des eaux, que de travailler sur quels outils pour inclure la planification, dans la planification urbaine, comment inclure dans la planification un petit peu tous les aspects de réutilisation des eaux de pluie. Mohamed qui va nous présenter ça, ou au niveau ensuite du suivi environnemental, quels outils on peut développer, parce que c'est bien aussi de réutiliser, mais derrière, dans certains cas, il faut s'affranchir d'un certain nombre de contraintes environnementales. Pierre, je te laisse commencer. Bonjour à tous, donc je suis Pierre Magne de la société Firmus France, pardon. C'est bon. Appuie dans l'autre sens. Vas-y. Voilà, alors on m'a demandé de faire juste une seule présentation, je l'ai faite. Donc Firmus France, c'est une société qui est membre d'Aqua-Vallée. Vous avez notre logo en bas et notre logo, je vous expliquerai à quoi il sert tout à l'heure. Pardon, voilà, excusez-moi. Donc Firmus France, nous sommes membres d'Aqua-Vallée. Nous sommes basés dans l'Hérault, entre Béziers et Montpellier. Et j'interviens pour deux sociétés, Firmus et l'autre société FGWRS. Firmus, on travaille très rapidement. On est spécialisé dans l'utilisation des techniques membranaires, qui sont des techniques de filtration. On travaille pour des PME comme des grands groupes industriels. Et on a au sein de cette entreprise un savoir-faire spécifique qu'on essaye de développer, de mettre en œuvre et qui permet pour partie de répondre à une des questions importantes d'économie d'eau potable notamment. Donc j'ai commencé par poser une question qui est en générique sur notre site. Est-il encore cohérent d'utiliser de l'eau potable pour les WC, le lave-linge, laver les sols, se doucher ou encore se laver les mains? Donc je pense que la réponse, on est assez unanime pour dire que ce n'est pas très intelligent et qu'on peut trouver d'autres solutions. Et nous, on en détient une. Alors, sur ce petit camembert là, qui est malheureusement très petit, vous avez la répartition moyenne de la consommation en eau en France par habitant. Et pour vous la détailler, on s'aperçoit que plus de environ 50% de l'eau qui est utilisée par jour proviennent de ce qu'on appelle les eaux grises. Les eaux grises, ça a été codifié. Ce sont des eaux usées produites par les activités domestiques à l'exclusion des eaux noires, c'est-à-dire en fait tout ce qui est douche, lavabo, lave-linge.
Sur la répartition de la consommation en eau par jour et par habitant, uniquement 1% est destiné à la consommation humaine, c'est-à-dire à l'eau potable. Donc nous avons entre les mains une technologie qui nous permet de démontrer qu'on peut recycler 80% des eaux grises, c'est-à-dire environ qui représente 50% de la consommation d'eau par jour et par habitant. Ce savoir-faire, il est français, il est parfaitement maîtrisé, il fonctionne depuis 2005 sur une station de recherche en Antarctique, la station de Concordia, qui est franco-italienne. Elle se trouve à 1000 km des côtes, à 3000 mètres d'altitude, et depuis 2005, on recycle les eaux grises de la station de recherche Antarctique Concordia avec plus de 1200 utilisateurs. Elle est ouverte 365 jours par an, avec une forte occupation en été, c'est-à-dire pendant l'hiver pour nous. Et à l'heure actuelle, il y a un équipage d'environ 15 personnes qui est en hivernage complet isolé du monde et qui fonctionne en utilisant les eaux grises recyclées pour des usages tels que les douches, les lavabos et même la boisson. Depuis 2005, on n'a jamais eu aucun incident sanitaire ou technique. Donc on essaye de développer ce procédé qui est éprouvé. C'est assez difficile parce qu'on se heurte à des barrières réglementaires. Ce n'est pas autorisé en France. Bon, il faut savoir que si on recycle 80% des eaux grises, ça veut dire que les compagnies qui vendent de l'eau, elles vendront 40% d'eau globalement moins. Donc on peut penser qu'il va y avoir des barrières indirectes assez importantes. Néanmoins, on y croit. Nous, on fait de la vraie économie circulaire. On recycle à l'intérieur d'un bâtiment. Et on s'est aperçu que, enfin, on a connecté à notre procédé avec des partenaires qui sont organisés autour d'un consortium, et notamment d'Alkea Smart Building, qui est une société spécialisée en optimisation énergétique des bâtiments, qu'en récupérant les calories des eaux grises traitées qui ont une température moyenne de 25 à 30 degrés, on peut à la fois recycler l'eau et les calories sur un simple bâtiment. Donc c'est une économie importante d'eau. On est en train de le mettre en œuvre. On a extrait ce savoir-faire de la société Firmus sur notre société qui s'appelle FGWRS, qui veut dire très simple, enfin, qui veut dire en anglais Firmus Greywater Recycling System. Cette société, elle est positionnée à Monaco, tout simplement parce qu'à Monaco, on a une bien meilleure écoute et une ouverture d'esprit pour le développement de ces technologies. On est en train de le tester à l'heure actuelle dans un hôtel et on est suivi par le ministère de la Santé monégasque, par le ministère de l'Urbanisme, qui veulent vraiment nous aider à développer et mettre en avant ces technologies qui sont des technologies d'avenir. Alors si vous avez d'autres questions, je suis sur un stand en bas. Merci beaucoup. Une deuxième présentation ? Bonjour, je m'appelle Mohamed Boumadi, je suis dirigeant de la société CDI Technologies. Donc CDI Technologies, on le définit comme un éditeur de logiciels de conception pour une ville durable. Et je dirais que l'exemple que je vais vous présenter aujourd'hui illustre ce qu'a dit Yvan. D'abord parce que c'est un projet collaboratif et effectivement, les pôles de compétitivité permettent, je dirais, de créer du lien entre les entreprises et notamment les PME, parce que les grosses structures, on les connaît. Et le deuxième point, c'est un projet qui est issu c'est un partenariat innovation. On sortait d'un projet FUI qui nous a pris plus que 6 ans, donc on ne voulait plus recommencer. Et là, en l'occurrence, il y a une collectivité qui avait un problème d'inondation. Il y avait tout un quartier qui était connecté au réseau d'assainissement et à chaque fois quand il pleut, ça déborde. Ensuite, on avait une université qui a 2 compétences en urbanisme et en hydrologie urbaine, et 2 bureaux d'études, Mageo et Ixan, qui avaient des compétences en modélisation. Donc CDI, on a joint ce groupe et on a, en tant qu'éditeur de logiciels, et on a fait, je dirais, un projet collaboratif. Chacun apporte sa part. Et pour CDI, on avait un logiciel déjà de dessin assisté par ordinateur. Donc on a mis ça à disposition des collectifs et on s'est mis chacun à apporter, et avec un partage qui était défini dès le début. C'est en fait, il y aura des royalties sur les ventes qui seront redistribuées. Et en fait, l'idée, c'est que ça paraît, je dirais, jusque-là, la majorité des temps, ce qu'on fait, c'est l'eau pluviale, on la récupère, on l'envoie à un réseau, donc on va la souiller, après on va la pomper, donc on va dépenser de l'énergie pour l'envoyer vers les stations d'épuration et pour la traiter. Et surtout, comme on ne maîtrise pas cette
l'eau pluviale, ce qui va se passer, c'est que ça fait déborder tous les réseaux d'assainissement et on vient polluer le milieu naturel puisqu'on va rejeter, il y a les soupapes, les déversoirs d'orage qui permettent justement au réseau de ne pas être noyé. Et donc ça, c'est la première chose, c'était d'améliorer les techniques de dimensionnement. Parce que ce qu'on utilise jusque-là, c'est l'instruction 77, donc 1977. Donc à l'époque, on faisait encore du dessin sur du calque. Mais n'empêche, il y a quand même des académies qui tiennent encore, qui tiennent toujours à cette technique. Il y en a qui utilisent l'Excel, du 0D. Ces techniques, on essaie d'améliorer ou de faire évoluer. Et donc notre approche, c'était d'utiliser la 3D et rompre complètement avec ces techniques et pousser ces modèles au maximum. Ensuite, il y avait l'autre, c'est vraiment un changement de paradigme. D'abord, il y avait les techniques. Ensuite, au niveau des acteurs de la création, de la fabrique de la ville, c'est qu'on a plusieurs intervenants, mais on considère que c'est les ingénieurs qui sont à même de s'occuper de la partie durabilité, alors qu'il y a aussi les urbanistes, il y a les paysagistes, il y a tout ce monde qui doit travailler ensemble et il faut un outil qui permet à tout ce monde de travailler ensemble. Je vais faire vite parce que sinon. Et en fait, l'outil, oui, ça va aller. L'outil, j'ai listé un certain nombre de choses. Au niveau, on utilise déjà la 3D pour dimensionner. Ça veut dire l'ouvrage, réellement l'eau de pluie, quand elle est en contact avec une partie du sol, c'est réellement cette infiltration et pas ce qu'on fait actuellement approximativement chez tous les académiques. Ensuite, c'est simuler le fonctionnement des ouvrages. Ce qu'on dit souvent, c'est voilà, il y a une pluie qui tombe, on va créer un bassin, mais on ne peut pas intégrer ça dans la ville. Donc il faudrait qu'il y ait un réseau de petits ouvrages, que ce soit je dirais, des techniques alternatives vertes ou grises. Donc à la rigueur, c'est le paysagiste qui doit l'intégrer dans le projet pour que que ça améliore le projet au niveau esthétique. Et ensuite, ça va servir pour infiltrer l'eau. Infiltrer l'eau ou éventuellement l'utiliser, la stocker pour la réutiliser derrière. Et même, je dirais, quand on l'infiltre, c'est de la réutilisation, parce que j'ai entendu Régis dire tout à l'heure que même dans le Nord, on manque d'eau alors que j'habite à Lille, et je peux vous dire que j'étais surpris. Donc, on peut simuler tout ce réseau de petits ouvrages pour une hypothèse de pluie donnée. Et ensuite, la réduction des risques d'inondation, c'est qu'on fait un projet, on va évaluer sa vulnérabilité. On va le dimensionner pour une pluie décennale, mais il y aura toujours la pluie exceptionnelle qui va tout faire déborder. Le tout, c'est de savoir, si ça se produit, qu'est-ce qui va se passer? Et cet écoulement, comment ça va se passer? Et ça, on est capable de le simuler et de voir, en cas de problème, voilà ce qui va se dérouler. Et on peut orienter l'eau, qu'elle part plus vers un terrain de foot que vers un EHPAD ou autre. L'autre point, la réduction du coût de foncier, parce que les ouvrages sont optimisés, on ne prend pas d'hypothèse, on ne prend pas de coefficient de sécurité. Donc, c'est même au niveau des travaux, donc c'est plus compétitif. Et un outil de communication, parce qu'on n'a plus besoin de se promener avec ces listines. On vient avec une vidéo pour montrer, voilà le projet, voilà comment ça se passait. C'est assez visuel. D'abord pour les partenaires de la création, mais pour les donneurs d'ordre et également pour le citoyen, parce que ça permet de visualiser les choses. Et bien sûr, c'est la réintroduction de l'eau et des végétales dans la ville. Et pour conclure, j'avais prévu une vidéo, je ne sais pas si ça va pouvoir marcher, donc ça ne marche pas. Donc en guise de conclusion, c'est une fois qu'on a essayé ce partenariat en innovation, depuis on a lancé 2 autres partenariats, un avec un conseil départemental et l'autre avec une collectivité. C'est toujours autour de la gestion des eaux pluviales et dans un grand groupe, pour ne pas le nommer, c'est la SOR qui partage avec nous cette expérience. Voilà, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Mohamed. Donc deuxième expérience et qui en appelle une troisième, puisque Mohamed a introduit un peu la notion de problématique effectivement environnementale. Donc Mathias, laissez présenter les éléments de suivi environnemental correspondants. Donc Mathias Château-Renaud, société SDEC France. La société SDEC France, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a été créée en 1991
Elle est basée à Reignac-sur-Indre, en Indre-et-Loire, où elle compte aujourd'hui une soixantaine de salariés. Et la philosophie de l'entreprise, c'est de fournir aux professionnels de l'environnement les outils adéquats pour analyser les situations diverses auxquelles on peut faire face, que ce soit dans le milieu naturel ou de plus en plus, par la force des choses, dans les réseaux d'eau. Nous, à la base, voilà, la spécialité est plus le milieu naturel, mais depuis quelques années, on a développé des stations météo pour faire la surveillance des paramètres climatiques qui sont à la base voués à l'agriculture. Donc surveillance sur voilà, tout ce qui peut être utile, donc la pluviométrie, la température, l'ensoleillement, j'en passe, le vent, etc. Et on a depuis 2015 un partenariat avec une start-up française qui est située du côté de Marseille et qui fabrique ce qu'on appelle la Humbox, qui en fait est un concept de boîtier, si vous voulez, qui permet de transmettre les données de différents types de capteurs, soit pour le milieu naturel ou pour le milieu réseau. Donc ça peut être par exemple des capteurs de niveau qu'on va installer dans les réseaux pour faire des mesures de débit et puis voir éventuellement faire de la détection de fuite. Ça peut être couplé avec d'autres types de capteurs environnementaux qui par exemple peuvent faire de la détection d'eau pluviale, enfin du comptage de pluviométrie ou des choses comme ça. Toutes ces données-là peuvent être ensuite intégrées dans un portail web qui permet aux décideurs des collectivités ou aux gens qui gèrent les réseaux d'eau pluviale de savoir voilà, comment entretenir le réseau, savoir s'il y a des fuites, savoir s'il y a des anomalies dans le réseau, etc. Donc c'est des solutions qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas toutes intégrées de cette manière-là, et qui étaient certainement beaucoup plus coûteuses pour les exploitants. Donc là, on est aujourd'hui sur des solutions avec des prix très abordables et qui permettent d'avoir des solutions techniques très flexibles, de pouvoir combiner vraiment différentes données, différents types de capteurs, et d'avoir tout qui soit supervisé sur un portail web et facile d'accès. Voilà, donc on voit que ça peut, c'est des outils qui permettent par exemple, de définir des seuils d'alerte. Donc, par exemple, ça peut être de dire qu'à partir de tel seuil, tel seuil de débit d'eau dans une canalisation, on va ouvrir une vanne pour décharger un peu le réseau. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On peut faire du pilotage de vannes. À partir de ça, on peut voilà. Et puis surtout prévenir. On peut créer des alertes mail ou SMS qui permettent de prévenir les personnes de la nécessité d'intervenir, voilà, quand c'est le cas. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci pour ces 3 exemples. Monsieur Kédage, Monsieur Ten, je vous invite à conclure. Écoutez, je vais le faire très rapidement. En tout cas, je crois qu'on est quand même là dans 3 cas de figure qui montrent justement cette capacité, cette agilité des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, à s'organiser pour aller répondre, utiliser les outils, répondre aux solutions. Juste en complément, SDEC et Green Citizens, c'est une excellente collaboration entre 2 entreprises, de 2 écosystèmes, de 2 pôles. Et demain, elles feront partie du même écosystème. Donc tout l'intérêt de la chose. L'ensemble des sujets qu'on a également abordés, on a parlé de digitalisation, on a parlé de micropolluants, on a parlé de besoin de sourcer des compétences, on a parlé de besoin de faire connaître des réalisations phares. Tout ça sont des sujets qui sont appréhendés par l'ensemble des acteurs de la filière dans le cadre du contrat de filiéro qui a été signé fin janvier à Rennes sur les carrefours de l'eau. Et on est dans une dynamique justement de mise en œuvre de l'ensemble de ces sujets qui répondront
aujourd'hui et qui répondront demain aux enjeux identifiés dans les assises de l'eau. Voilà, en tout cas, merci à vous. Je vous en remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions à propos de cette présentation très riche que vous venez de voir? Moi, j'en ai une petite sur la question du financement, parce que derrière tout ça, il y a forcément la question du financement. Alors, le financement de l'infrastructure, on voit à peu près comment ça se passe, mais le financement du service, ça se passe comment? Oui, en fait, paradoxalement, effectivement, c'est parfois plus facile de financer de l'infrastructure que de financer de l'exploitation qui va derrière. Je dirais qu'il y a la première chose quand même. Il y a la première étape, c'est le financement de l'innovation au sens strict. Alors, les collectivités en tant que telles n'ont pas vocation à financer de la R&D. Alors, certaines peuvent en faire, pourquoi pas. Je sais que le laboratoire d'eau de Paris doit poser, je ne sais pas, une cinquantaine ou une centaine de brevets chaque année, mais enfin, c'est un petit peu spécifique. Donc, elle peut par contre, à partir du moment où elle a un besoin, contribuer éventuellement au financement de projets dans la mesure où c'est son intérêt que des solutions soient trouvées pour répondre à ses propres besoins. Donc c'est un petit peu différent. C'est pas le ministère de l'économie, c'est pas qui a une vocation de développer, d'assister les entreprises à se développer. C'est vraiment, j'ai un problème, j'ai des gens qui peuvent m'apporter des solutions, je contribue soit à acheter un produit parce qu'il existe, soit à l'aider à trouver la solution qui répondra à mon besoin. Après, effectivement, il y a toute la thématique du financement des acquisitions qui viendront ensuite. Par rapport aux solutions qu'on a évoquées, enfin, juste une remarque, voilà, typiquement, un souci aujourd'hui qui est en réflexion dans le cadre des assises de l'eau. Aujourd'hui, les collectivités, et en particulier les plus grosses, sont contraintes à limiter leurs dépenses de fonctionnement. Et quand on a des solutions, parce que finalement, la gestion des eaux pluviales telle qu'elle nous est présentée, ça rentre complètement dans les solutions fondées sur la nature, où on va probablement dépenser moins de béton, moins de tuyaux, des investissements moindres. Par contre, il y a plus de fonctionnement, il y a plus de suivi, il y a plus d'entretien. Et paradoxalement, on a une injonction contradictoire qui est développer ces solutions parce qu'elles ont une plus-value globale sur la ville ou sur les territoires urbanisés. On va répondre à la fois à une problématique d'éviter des débordements, d'éviter des pollutions, à coût d'investissement moindre, tout en remettant de l'eau dans la ville, en favorisant la biodiversité au sein de la ville. On est en période de changement climatique, on a besoin d'eau pour rafraîchir la ville. Les citoyens, ils sont en attente d'avoir une ville plus agréable à vivre, d'avoir un peu de verdure, etc. Bon. Et finalement, on va les pénaliser, et l'État, Bercy, va les pénaliser en disant l'investissement, ce serait bien, donc faites du tuyau, faites du béton. Par contre, des solutions qui sont moins coûteuses là-dessus, mais qui vont être plus coûteuses en fonctionnement, et bien ça ne va pas. Donc ça, c'est typiquement un des leviers, un des points clés, à notre sens, qu'on essaye de faire valoir durant ces assises. On a besoin de ne pas être contraint par une vision étriquée de la notion d'investissement, de la notion de fonctionnement. Après, il faudra toujours de l'argent. Et donc, il faudra de toute façon croire qu'on va toujours faire plus avec moins. Ça a nécessairement une limite. Le deuxième axe, puisqu'on parlait des eaux grises, puisque c'est un des sujets importants. Alors, je ne serais pas aussi caricatural sur le fait que les vendeurs d'eau, que ce soit d'ailleurs les collectivités ou les exploitants privés, n'en veulent pas. Ça dépend des territoires. Il y a des territoires où on est en vraie tension, et sur lesquels, de toute façon, il n'y a pas à tortiller. Dès aujourd'hui, et en tout cas, on sait que dans les 10 années qui viennent, il va falloir faire des efforts drastiques pour réduire les consommations, parce que de toute façon, il n'y aura plus d'eau à mettre dans les tuyaux. Ce n'est pas une question qu'on voudrait en vendre plus. Il n'y en aura pas à vendre. Donc de toute façon, il va falloir trouver des solutions, et ça y contribue. Et là-dessus, typiquement, un dispositif comme France Expérimentation apparaît intéressant, parce que c'est pas, quand je disais tout à l'heure, j'étais contre la réglementation, c'est pas contre la réglementation, enfin justement, je suis contre une réglementation qui est sclérosante ou qui impose des tas de choses. Or aujourd'hui, typiquement, on est bloqué par une réglementation qui dit non. La réutilisation des eaux grises en France, c'est non. La réutilisation des eaux usées
traité, c'est un peu oui, mais enfin, c'est quand même beaucoup non. Hein. Et donc, il faut ouvrir, quitte à ce que ce soit justement par France Expérimentation de manière dérogatoire en disant on a quand même une analyse de risque sanitaire, environnemental, etc. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, c'est quand même encadré, il y a l'ANSES qui est consulté, etc. Mais on dit, bon, à défaut de changer tout de suite toute la réglementation, on se donne 3 ans, 5 ans pour tester un truc dans des conditions raisonnablement sécures, et puis après on verra, on fera la preuve que ça marche. Or aujourd'hui, c'est vrai qu'on est de manière générale bloqué par des réglementations qui sont parfois très anciennes, et qui peut-être devraient intégrer des nouvelles problématiques de micropolluants, mais qui par contre n'évoluent pas sur des techniques qui permettent d'assurer un résultat a priori satisfaisant. En tout cas, ça mérite de le tester. Et ça, on ne sait pas bien faire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc peut-être sur les sujets de financement, je pense qu'un des axes également à développer, et là on est également dans un cadre de collaboration qui est celui des écosystèmes partagés, c'est de travailler sur les mêmes projets, la transition écologique, la transition numérique, la transition énergétique, pour avoir un effet global d'économie et de justifier à la fois l'augmentation d'un certain nombre de charges de fonctionnement par des économies parallèles, si vous voulez. Et là, le projet peut-être avoir des clés de visibilité où il devient plus acceptable d'un point de vue des services de Bercy, comme tu l'as mentionné. Mais je pense que là aussi, on a besoin de travailler ensemble sur les sujets. On a besoin également d'accompagner l'écosystème dans sa capacité à investir. On n'a pas que de l'innovation qui est financée de l'extérieur. Une entreprise, quand elle a la capacité d'auto-financer son innovation, elle va le faire parce que ça lui coûte beaucoup moins cher que d'aller toujours sur du financement externe. Et donc, on est en train, nous, de travailler au sein de la filière à la mise en place d'un accélérateur de croissance des entreprises qui vont permettre de faire monter aussi, d'accompagner la mise en gamme des entreprises et dans cette création de valeur, de pouvoir augmenter la part d'autofinancement de l'innovation qu'elles vont pouvoir verser au pot commun de l'innovation qui demain sera nécessaire. Merci beaucoup, messieurs. Je vous remercie aussi de votre attention. Et je vous laisse vous promener dans le salon et aller voir justement toutes ces entreprises et tout ce qu'elles proposent. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous, merci aux entreprises, merci à Régis.